おはようございます。こんにちは、プロくんです。今日は新しい日本語の授業を始めます。今回の授業で漢字を勉強しましょう。Salut, c'est Florent alias Flokun. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. C'est la suite donc des deux vidéos que j'ai faites sur l'apprentissage et le fonctionnement des kanji. D'ailleurs, si tu ne les as pas vus, je t'invite fortement à aller les regarder. Les liens sont dans la description et dans la fiche qui s'affiche maintenant. J'ajoute aussi que j'ai un compte Facebook, une page Facebook où tu peux me retrouver et être tenu au courant donc, de la sortie des prochaines vidéos. Je publie également aussi des citations, des proverbes japonais. Et j'ai aussi donc un compte Instagram où on apprend les kanji chaque jour, on apprend leur lecture et leur tracé. Voilà. Donc pour revenir au sujet de la vidéo du jour, on va plutôt s'intéresser au fonctionnement particulier des lectures japonaises et des lectures sino-japonaises. On oublie le cas des lectures Jubakoyomi et Yutoyomi qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc ce que je voulais aborder avec toi en premier, c'est que en japonais, les kanji peuvent n'avoir qu'une seule lecture japonaise ou qu'une seule lecture sino-japonaise. Par exemple, dans le kanji qui symbolise le coquillage, l'idée de coquillage, ce kanji-là, il n'a qu'une lecture japonaise qui se prononce kai. Et dans le kanji qui symbolise l'amour, l'affection, celui-là, il n'a qu'une lecture sino-japonaise qui va se prononcer ai. Alors, tu vas te dire, mais attends. On se trouve perdu là, on utilise un coup une lecture japonaise, sino-japonaise, on ne sait plus quoi utiliser. Ben, tout ça c'est logique, finalement, parce que ça tient à l'histoire des kanji. Je vais te prendre un petit exemple particulier. En japonais, tu sais que y a des kanji qui n'ont été créés que par les japonais. Et c'est pour ça que eux, ils ont une lecture japonaise, qu'une lecture japonaise. Hein, ils n'ont pas été importés de Chine. Ils appartiennent vraiment, c'est vraiment les Japonais qui les ont créés. Alors il y en a un peu, bien sûr, hein, mais alors prenons un exemple. Hein, par exemple, ce kanji-là, hein, il a donc une lecture, deux lectures japonaises d'ailleurs, qui est hata et hatake, et ça signifie le champ. Alors, oui, je vais encore dire, oui, il y a encore une petite particularité, mais c'est très logique. Hein. C'est pas impossible que certains kokuji, donc caractères japonais, littéralement, hein, parce que koku c'est la lecture sino-japonaise du pays, du kanji du pays, et ji c'est la lecture sino-japonaise du kanji du caractère, de la lettre. Hein. Donc il n'est pas impossible que certains kokuji aient une lecture on. En fait ça s'explique par le fait que dans ces kokuji, il y a ce qu'on appelle une clé. Une clé, en fait c'est un kanji, on dirait un kanji, qui est intégré, donc qui fait partie. Il y a plusieurs parties. Un kanji est formé de plusieurs parties pour les kanji compliqués. Et donc cette clé va conférer au kanji, à l'ensemble quoi, une lecture sino-japonaise. Par exemple, dans ce kanji-là, donc dans ce mot-là, qui a une lecture japonaise qui est hataraki, ça veut dire travailler. Il y a aussi une lecture sino-japonaise qui est do. Donc le kanji qui symbolise l'idée de travailler est formé de la clé de la personne et de ce kanji-là qui symbolise l'idée de bouger, se déplacer, et qui a donc une lecture japonaise qui est ugoku et une lecture sino-japonaise do, hein, donc qu'on retrouve dans le kanji qui symbolise l'idée de travailler, hein, hataraku do. Donc, et même
un kokuji peut n'avoir qu'une lecture on. Mais bon, là, ça devient assez compliqué, mais bon. C'est pas en fait, c'est très logique et il faut se fier au contexte et à l'histoire des kanji pour vraiment comprendre pourquoi on utilise une lecture on et pourquoi on utilise une lecture kun, une lecture japonaise. Voilà. Mais on verra, je pense, ça dans une vidéo ultérieure. Donc le prochain point que je voulais aborder avec toi, c'était le fait que un même kanji peut avoir plusieurs lectures sino-japonaises et plusieurs lectures japonaises. Tu l'as peut-être vu dans les vidéos précédentes. J'ai parfois énoncé plusieurs lectures pour un kanji. Alors, là aussi c'est très logique, parce que si un kanji, par exemple, a plusieurs lectures japonaises, ou plusieurs lectures sino-japonaises, c'est que chacune d'elles, elle peut désigner en fait un sens différent, un aspect différent de l'idée véhiculée par le kanji. Et elle revêt donc une utilisation spécifique. Par exemple, ce kanji-là peut autant signifier l'idée de blessure par sa première lecture japonaise qui est kizu, que l'idée d'avoir mal, de souffrir, par sa seconde lecture japonaise qui est ita. Et d'ailleurs avec laquelle on forme les verbes itamu qui veut dire donc souffrir, ou le verbe itameru qui veut dire faire souffrir. Voilà. Donc là on utilise deux lectures différentes aussi. L'une en fait plus pour les noms, donc kizu c'est plus pour les noms, et l'autre ita, on va plus l'utiliser pour les verbes. Voilà. Donc deux utilisations spécifiques. Alors, plus particulièrement concernant la pluralité des lectures sino-japonaises pour un même kanji, ça vient surtout du fait que l'import de ces lectures s'est fait en plusieurs fois au cours de l'histoire. Tu sais peut-être que quand les Japonais ont importé au fur et à mesure les kanji de Chine. Et la langue chinoise a évolué, donc en important donc, les lectures et tout ça, du coup le japonais a pris en compte les évolutions de la langue chinoise. Et donc ce qui fait que on a donc parfois plusieurs lectures sino-japonaises qui tiennent compte de ces évolutions de la langue chinoise. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que une même lecture de kanji peut avoir différents sens, comme dans ce kanji-là, dont la lecture on-cho peut désigner autant le matin que la notion en fait de règne, de dynastie. Voilà, ça devient complexe, hein, mais bien sûr tout est logique parce que tout dépend du contexte. Finalement, quand on utilise un kanji, on va déterminer parfois sa lecture finalement en regardant ce qu'il y a à côté, quoi, en regardant les autres kanji qu'il y a à côté. Voilà. Autre chose, je voulais parler d'une utilisation en fait particulière de la lecture kun. La lecture en fait japonaise, donc lecture kun, elle peut être utilisée parfois pour des mots formés de deux kanji. Ah. Pourquoi finalement? Parce que en fait en japonais de base le mot existe déjà et les japonais ont finalement apposé une combinaison de kanji qui correspondait à ce mot là, quoi. On le voit surtout avec les noms de famille japonais, hein, mais aussi par exemple dans le mot namae. Il y a deux kanji qui vont donc se lire suivant une lecture japonaise, hein. Le premier kanji va se lire na et le deuxième kanji va se lire mae, et ces deux-là sont donc des lectures japonaises, et namae veut dire le prénom. Donc le dernier point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est l'utilisation des lectures kun et on en présence des kana, des hiragana et katakana. Alors lorsque certains kanji sont utilisés seuls avec des hiragana, et ces hiragana, on va leur donner le nom de okurigana parce qu'ils vont
signifier une marque grammaticale, signifier qu'un mot par exemple est un verbe ou un adjectif. Là, dans cette situation-là, les kanji vont se lire en lecture kun. Je prends l'exemple, par exemple le verbe miru qui s'écrit comme ça, avec donc un kanji, le kanji de voir, l'idée de la vue, de l'œil, et la petite marque grammaticale, quoi, le okuigana. Donc il va signifier là que en fait le verbe est à la forme neutre au présent. On verra ça plus en détail plus tard dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc on a donc le kanji va se lire, le premier kanji quoi, va se lire suivant une lecture japonaise. Même chose, on va prendre là un adjectif, par exemple l'adjectif qui veut dire froid, samui. Il est composé donc d'un kanji qui se lit suivant une lecture japonaise qui est samu, et le petit hiragana i qui signifie que ce mot là en fait est un adjectif en i. Mais on verra ça bien sûr, ce qu'est un adjectif en i en gros dans les prochaines vidéos. Donc maintenant, pour parler de ce qui concerne l'utilisation des lectures sino-japonaises des kanji avec les katakana, on retrouve ça surtout par exemple avec les noms de nationalité français, pas japonais, non, français, allemand, francejin, doitsujin, comme tu peux le voir ici. On a donc le kanji qui signifie la personne, qui se lit donc suivant une lecture sino-japonaise et qui se prononce donc jin, qui est juste à côté en fait de katakana. Voilà. Et dernière chose que je voulais te dire aussi, c'est que on peut avoir plusieurs kanji pour une même idée, un même mot. Par exemple, ce kanji là donc qui se prononce me et désigne l'œil, on va plus l'utiliser pour un sens général. Et l'œil, la notion d'œil, il a un autre kanji qui est celui-là, qu'on va plus utiliser dans un contexte scientifique, littéraire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu l'as aimé, qu'elle t'a éclairé sur les kanji, tout ça. J'ajoute que si tu commences le japonais, qu'il faut encore que tu apprennes les kanas, que tu sais pas trop comment t'y prendre, tout ça, j'ai créé spécialement une vidéo dans laquelle je te montre la méthode que j'ai utilisée pour apprendre les kanas en une semaine. Tu peux retrouver le lien dans la description et aussi dans la fiche qui apparaît juste là. Et nous, tu sais qu'on va se retrouver donc très bientôt, je pense, allez samedi, et après on va reprendre le rythme de lundi, mercredi, vendredi. Allez, bye bye, gambarimashou.